Et si deux inventions toutes simples, un anneau de métal suspendu à une selle et un collier de cuir posé sur les épaules d'un cheval, avaient changé le cours de l'histoire. Sans elles, pas de chevalier, pas de château, pas de révolution agricole. Deux détails techniques qui, ensemble, ont porté l'Europe médiévale vers la guerre, la prospérité et l'expansion. Le haut Moyen Âge est souvent perçu comme un temps d'obscurité, une période de déclin après la chute de Rome. Pourtant, c'est aussi un moment où de petites révolutions silencieuses ont bouleversé la société. Dans les campagnes comme sur les champs de bataille, des innovations techniques d'apparence modeste ont façonné le destin des peuples. Parmi elles, deux se détachent, l'étrier et le collier d'épaule. L'un a transformé la cavalerie en permettant aux cavaliers de devenir une véritable arme vivante, stable et redoutable. L'autre a multiplié la force de traction animale, ouvrant la voie à une agriculture plus productive et à des transports plus lourds. Ces deux inventions, venues d'horizons différents, se sont rencontrées dans l'Europe médiévale. Elles n'étaient pas de simples accessoires, mais les fondations d'un monde nouveau. L'aristocratie guerrière, les campagnes prospères, le système féodal lui-même portent leur empreinte. Et ce sont ces détails techniques, presque invisibles, qui ont façonné la civilisation que nous connaissons. À première vue, l'étrier semble insignifiant, deux boucles rigides fixées de part et d'autre d'une selle. Pourtant, cette petite pièce de métal ou de bois a changé la face de l'histoire. Son apparition se situe en Asie, probablement dans le nord de la Chine au IVe siècle après Jésus-Christ. Les premières formes étaient rudimentaires, faites de cordes ou de cuir, permettant simplement de faciliter la montée à cheval. Mais très vite, les artisans perfectionnent le dispositif. Il devient rigide, capable de soutenir le pied du cavalier et de stabiliser son corps en mouvement. Cette innovation trouve rapidement un terrain favorable parmi les peuples cavaliers des steppes, grands maîtres de la mobilité militaire. Les Avars, nomades venus d'Asie centrale, jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'étrier vers l'Europe orientale au VIe siècle. Pour ces cavaliers, la possibilité de rester fermement ancrés en selle tout en maniant armes et projectiles constituait un avantage décisif. Désormais, l'arc, la lance et l'épée pouvaient être utilisés avec une efficacité inédite, car le cavalier ne craignait plus de perdre l'équilibre au moindre choc. Lorsque l'étrier arrive en Europe occidentale, probablement autour du 8e siècle, il coïncide avec une période charnière, l'essor du pouvoir carolingien. Les Francs, confrontés à des ennemis variés, Saxons au nord, musulmans en Espagne, Lombards en Italie, adoptent rapidement cette innovation. Ce n'est pas un hasard si Charlemagne, qui règne de 768 à 814, met en place une armée où la cavalerie lourde occupe une place croissante. L'étrier en est l'outil technique indispensable. Son impact dépasse largement le champ de bataille. Grâce à lui, le cavalier ne dépend plus uniquement de la force de ses cuisses et de l'adhérence de sa selle. Il peut se dresser, enfoncer sa lance, frapper des stocks ou des staphylades avec une puissance nouvelle. Le choc de la charge devient une arme redoutable, car il concentre l'énergie du cheval lancé à pleine vitesse et celle du cavalier parfaitement stabilisée. Cet effet de choc total est une véritable révolution militaire. Ainsi, une innovation née en Asie, perfectionnée par des peuples nomades, finit par s'imposer en Occident et donner naissance à une nouvelle manière de combattre. L'étrier n'est pas seulement un accessoire d'équitation. Il est le fondement technique de la chevalerie médiévale et, par extension, du système féodal qui dominera l'Europe pendant des siècles. Avec l'adoption progressive de l'étrier en Occident, la guerre européenne entre dans une ère nouvelle. Jusque-là, la cavalerie avait un rôle important, mais limité. Les cavaliers romains, par exemple, servaient surtout à harceler, poursuivre ou soutenir l'infanterie. La véritable force des armées reposait sur les fantassins organisés. Or, avec l'étrier, cette hiérarchie se trouve bouleversée. Le cavalier peut désormais mener l'assaut principal. C'est sous les Carolingiens, à partir du 8e siècle,
que l'on voit émerger une cavalerie lourde, organisée et disciplinée. Les campagnes de Charles Martel, puis de Charlemagne, montrent l'importance croissante de ces combattants à cheval. La charge à la lance couchée, rendue possible par la stabilité offerte par l'étrier et la selle rigide, devient l'arme décisive du champ de bataille. Un cavalier lancé au galop pouvait percuter une ligne ennemie avec une force de destruction considérable, brisant les rangs et semant la panique. Cette supériorité technique modifie l'équilibre social. Équiper un cheval de guerre, une armure et une panoplie complète coûtait extrêmement cher. Seule une minorité de guerriers pouvait assumer un tel investissement. Rapidement, cette élite militaire obtient en échange des terres et des privilèges, marquant les débuts du système féodal. La puissance politique et sociale des seigneurs repose directement sur leur capacité à mobiliser et entretenir ces cavaliers d'élite. Le modèle du chevalier naît donc de cette révolution technique. L'étrier a fait de la cavalerie une arme dominante, et de ceux qui la maîtrisent, une classe à part. À partir du XIe siècle, ce modèle atteint son apogée avec les guerres féodales, les croisades et les grandes batailles médiévales. La chevalerie n'est pas seulement une force militaire, elle devient un ordre social, codifié par des valeurs de loyauté, de bravoure et de service. Ce phénomène a une autre conséquence majeure. Il influence profondément l'urbanisme et l'architecture militaire. Les châteaux forts, avec leurs enceintes massives et leurs donjons, se développent en grande partie comme réponse à la menace de cette cavalerie lourde. Sans l'étrier, il n'y aurait probablement pas eu de chevalerie telle que nous la connaissons, et donc pas de féodalité dans sa forme classique. En Europe, l'étrier n'a pas seulement transformé la tactique, il a redessiné la société. De la simple pièce métallique est née une élite qui allait dominer la politique, la culture et la guerre pendant plusieurs siècles. Alors que l'étrier redéfinissait l'art de la guerre, une autre invention, moins spectaculaire mais tout aussi décisive, transformait la vie des campagnes européennes, le collier d'épaule. Jusqu'au haut Moyen Âge, les animaux de trait, qu'il s'agisse des bœufs ou des chevaux, étaient harnachés avec des jougs ou des colliers placés autour du cou. Ce système, hérité de l'Antiquité, présentait une limite majeure. Il comprimait la gorge de l'animal et gênait sa respiration dès qu'il devait fournir un effort important. Résultat, une grande partie de la force potentielle restait inutilisée. Vers le IXe siècle, en Europe, apparaît une solution ingénieuse, le collier d'épaule. Au lieu de serrer la gorge, il repose sur la partie la plus robuste du corps, la cage thoracique et les épaules. Cela change tout. Désormais, l'animal peut tirer avec toute sa puissance musculaire sans s'étouffer. Dans le cas des chevaux, qui respirent par le nez même en plein effort, le gain est spectaculaire. Leur force de traction est multipliée par 3, voire par 4. Ce progrès technique a des conséquences directes sur l'agriculture. Les chevaux, jusque-là surtout utilisés pour la cavalerie ou pour le transport léger, deviennent de véritables bêtes de trait capables de rivaliser avec les bœufs. Couplés à la charrue lourde à versoir, apparue à la même époque, ils permettent de labourer les sols lourds et argileux d'Europe du Nord, jusque-là difficilement exploitables. Le rendement agricole augmente, les terres cultivées s'élargissent et la base alimentaire des populations s'améliore considérablement. Mais l'impact du collier d'épaule ne se limite pas aux champs. Dans le domaine du transport, il permet de tracter des chariots beaucoup plus lourds, sur des distances plus longues. Les routes médiévales, bien que rudimentaires, voient circuler davantage de marchandises, céréales, bois, pierres de construction, vin ou sel. La logistique gagne en efficacité, reliant plus étroitement les villages, les bourgs et les marchés. Ce progrès agricole et logistique entraîne une véritable transformation sociale. Avec plus de nourriture et de ressources, les populations augmentent, de nouveaux villages apparaissent et les surplus permettent l'essor du commerce. Là où l'étrier donnait naissance à une aristocratie guerrière, le collier d'épaule jetait les bases d'une prospérité rurale durable. Ainsi,
Ce simple dispositif de cuir et de bois a eu un rôle majeur dans la révolution agricole médiévale. À travers lui, l'animal domestiqué n'était plus seulement une présence dans les campagnes, mais devenait un moteur de production et de croissance. Le collier d'épaule, combiné à la charrue lourde et à l'utilisation accrue du cheval de trait, marque un tournant majeur dans l'histoire économique de l'Europe médiévale. Pour la première fois, il devient possible de labourer efficacement les sols argileux et riches du nord du continent. Ces terres, longtemps laissées en friche, car trop difficiles à exploiter avec les outils antiques, sont désormais accessibles. Résultat, l'espace agricole s'élargit considérablement. Cette innovation agricole entraîne une augmentation sensible des rendements. Là où une famille pouvait à peine subvenir à ses besoins, elle peut désormais produire un surplus. Ces excédents alimentaires jouent un rôle crucial. Ils permettent une croissance démographique soutenue. À partir du XIe siècle, la population européenne connaît une progression remarquable, passant d'environ 30 millions d'habitants à près de 80 millions 3 siècles plus tard. Cette expansion n'aurait pas été possible sans l'amélioration des techniques agricoles, dont le collier d'épaule est un élément essentiel. Mais les effets de cette révolution dépassent le cadre des champs. Les surplus agricoles alimentent les échanges. Les marchés locaux se multiplient, des foires régionales apparaissent et les circuits commerciaux s'étendent. Le cheval de trait, libéré par son nouveau harnachement, devient un outil indispensable pour transporter les marchandises. Les chariots, plus lourds et plus stables, peuvent parcourir de plus grandes distances. Cela favorise la circulation du grain, du vin, du sel ou encore du bois, reliant davantage les campagnes aux villes en plein essor. Cette nouvelle dynamique logistique transforme aussi les structures sociales. La paysannerie, bien que toujours dominée par la seigneurie, voit ses conditions évoluer grâce à une production plus abondante. Les villages se densifient, les abbayes deviennent des centres de mise en valeur agricole, et les villes, nourries par la campagne, se développent rapidement. L'économie médiévale entre ainsi dans une phase d'intégration plus poussée, où la production locale soutient des échanges à grande échelle. Enfin, cette prospérité rurale nourrit indirectement la puissance militaire et politique. Un royaume capable de produire davantage peut lever plus de troupes, nourrir ses armées et financer des constructions monumentales, comme les cathédrales ou les fortifications. Le progrès technique du collier d'épaule, discret mais fondamental, participe donc à l'essor global de l'Europe médiévale. En définitive, ce n'est pas seulement une amélioration du travail agricole, c'est une transformation systémique, où la campagne devient le cœur battant d'une économie en expansion et d'une société en pleine mutation. Lorsque l'on observe l'histoire à grande échelle, on retient souvent les grandes batailles, les conquêtes et les rois. Pourtant, ce sont parfois de petites innovations matérielles qui orientent durablement le destin des civilisations. L'étrier et le collier d'épaule en sont deux exemples frappants. À eux seuls, ils ont remodelé les structures militaires, économiques et sociales de l'Europe médiévale. L'étrier a permis la naissance d'une cavalerie lourde, stable et terriblement efficace. Cette nouvelle arme de guerre a donné à une minorité de guerriers la possibilité d'imposer leur domination. Elle a façonné l'ordre féodal, où la terre et le service militaire étaient étroitement liés. Derrière l'image du chevalier en armure, il faut voir l'effet direct d'un simple dispositif métallique qui a redéfini la place de l'homme à cheval. Le collier d'épaule, de son côté, a offert une réponse à un défi fondamental: nourrir et transporter plus dans un monde en pleine croissance. En libérant la puissance musculaire des chevaux, il a ouvert la voie à une véritable révolution agricole. Avec des rendements supérieurs et des surplus réguliers, les populations ont augmenté, les échanges se sont intensifiés et les campagnes ont nourri la vitalité des villes. Ce progrès technique a contribué à poser les bases de l'expansion européenne du Moyen Âge central. Ces deux innovations, l'une militaire, l'autre agricole, ne doivent pas être pensées séparément. Elles forment un système.
L'étrier a donné naissance à une élite guerrière exigeante en ressources. Le collier d'épaule, en multipliant la productivité agricole et la capacité logistique, a fourni les moyens matériels pour entretenir cette élite et assurer la stabilité de la société. Ensemble, ils expliquent en partie la montée en puissance de l'Europe médiévale. Cet exemple illustre une vérité fondamentale. La technique n'est pas un simple détail de l'histoire. Elle en est parfois le moteur caché. Une innovation qui paraît modeste peut bouleverser l'organisation des sociétés, déclencher de nouvelles dynamiques et donner naissance à des civilisations entières. Ainsi, derrière les grandes fresques du Moyen Âge, il faut se souvenir que ce sont souvent les outils, les matériaux et les inventions pratiques qui portent silencieusement le poids du destin. L'étrier et le collier d'épaule en sont la preuve éclatante. Deux objets discrets, presque anodins, ont façonné l'Europe médiévale. L'étrier, simple appui métallique, a donné naissance à une élite guerrière dont la puissance reposait sur la maîtrise de la charge à cheval. Le collier d'épaule, pièce de cuir et de bois, a multiplié la force de traction animale et permis de nourrir des millions de personnes supplémentaires. Sans ces deux innovations, il n'y aurait sans doute pas eu de chevalerie, pas de féodalité dans sa forme classique, et peut-être pas cette expansion agricole et démographique qui a transformé le continent. Ces exemples nous rappellent que l'histoire ne se construit pas seulement par de grandes idées ou de vastes empires. Elle se forge aussi dans l'atelier du forgeron, dans l'ingéniosité anonyme de ceux qui trouvent une solution pratique à un problème concret. Une invention peut sembler modeste au moment de son apparition, mais ses effets se déploient parfois sur des siècles et changent la trajectoire des peuples. Aujourd'hui encore, notre monde repose sur des innovations techniques qui paraissent évidentes une fois adoptées. L'électricité, l'imprimerie, Internet ou encore les téléphones portables. Comme l'étrier et le collier d'épaule en leur temps, elles transforment nos manières de vivre, de travailler et de nous organiser. Peut-être que, dans quelques siècles, les historiens regarderont certains de nos outils quotidiens avec le même regard étonné que nous portons à ces inventions médiévales. L'histoire de l'étrier et du collier d'épaule n'est donc pas seulement celle de deux objets médiévaux. C'est une leçon universelle. Le progrès, parfois, se cache dans les détails. Et ce sont ces détails qui bâtissent des civilisations entières.